Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi certaines équipes de direction ne semblent-elles pas composées des meilleurs ? On peut avoir parfois l'impression que certaines équipes de direction, certains bureaux d'association ou même certains conseils d'administration illustrent malgré eux le titre du roman de John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles. Alors non seulement le niveau moyen de ces équipes est médiocre, mais en plus, ces équipes recrutent systématiquement des individus qui le sont encore davantage, jusqu'à mettre en péril parfois le bon fonctionnement de leur organisation. Alors, les bons profils se voient refuser les promotions, qui sont systématiquement attribuées aux incompétents. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Comment expliquer ce piège de la médiocrité ? Alors, je crois qu'il y a au moins 3 explications possibles. La première, c'est qu'il peut arriver que les gens qui recrutent, en fait, ils soient pas conscients du fait de leur médiocrité. C'est un phénomène qu'on connaît, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est 2 psychologues, Dunning et Kruger, qui ont inventé ça, et qui ont découvert que, en fait, pour avoir conscience du fait que vous êtes compétent sur quelque chose, faut déjà être compétent sur quelque chose. Et enfin, les gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. On pourrait dire ça comme ça. C'est le concept de l'imbécile heureux ? Pas forcément heureux, ça dépend, mais je sais pas, par exemple, il y a un sondage amusant qui avait été fait, je sais plus dans quel pays ça avait été fait, 90% des gens pensaient qu'ils étaient meilleurs conducteurs que la moyenne. Ce qui évidemment n'a strictement aucun sens sur un plan statistique, mais qui marche très bien dans l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que vu qu'on est, on a l'impression qu'on est bon, on se rend pas compte qu'on ne l'est pas. Et en fait, plus vous êtes compétente, plus vous vous rendez compte de ce que vous savez pas. Et moins vous êtes compétente, moins vous vous en rendez compte. Et donc, il peut y avoir une première explication qui est cet effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience qu'ils sont incompétents, donc ils recrutent des gens comme eux qui le sont tout autant peu qu'ils le sont. Voilà, ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que c'est conscient. Et là, c'est plus embêtant. Il y a notamment Manfred Ketz-de-Vries de l'INSEAD qui avait travaillé là-dessus. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'effet de halo. C'est-à-dire, si vous vous entourez de gens qui sont pas très bons, vous avez l'air moins mauvais. Faut s'entourer de nains pour avoir l'air d'un géant, si vous voulez. Et donc, on écarte les bons profils pour pas qu'ils vous fassent de l'ombre. Et en revanche, si vous vous entourez de gens qui ont des profils moins bons que le vôtre, d'un seul coup, vous avez l'air génial. Alors bon, c'est effectivement assez cynique, mais ça peut être une démarche pratiquée par certains. Il y a une célèbre citation d'un scénariste qui s'appelait Léo Rosten qui disait « Les bons recrutent des bons, les moyens, ils ont tendance à recruter des mauvais, justement pour avoir l'air meilleur. » Et puis alors, il y a une troisième explication qui, elle, est vraiment structurelle, qui est tout à fait passionnante, qui a été découverte par un sociologue italien qui a travaillé sur la mafia, Diego Gambetta, qui s'était rendu compte que c'est parfois surprenant quand on arrête un grand parrain de la mafia de se rendre compte que c'est généralement des gens pas très malins, pas très compétents, et c'était assez générique en fait. Et au bout d'un moment, on s'était rendu compte qu'à peu près toute la hiérarchie de la mafia était composée de gens qui étaient franchement pas très malins, quoi. Et donc comment ils étaient arrivés à la tête d'organisations criminelles, parfois gigantesques et richissimes. Et une des explications, c'est que la mafia met au-dessus de tout la loyauté. Et ça a une conséquence, c'est que si vous donnez une promotion à quelqu'un qui est compétent et qui a conscience de l'être, cette personne aura l'impression qu'elle ne doit sa promotion qu'à elle-même, parce qu'elle est compétente. Bon. Elle ne vous devra rien. Elle ne vous doit rien, elle se le doit à elle-même, c'est sa compétence qui fait qu'elle a atteint. Donc il n'y a pas de loyauté naturelle. Voilà, elle n'a pas naturellement une loyauté. En revanche, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas très bon et qui en a conscience, et vous lui donnez une promotion. Alors là, il vous doit quelque chose. Là, il a une dette envers vous. Et il va être très loyal. Eh bien, pour la mafia, c'était plus important d'être entouré de gens loyaux que d'être entouré de gens compétents. Alors évidemment, si tout le système fonctionne comme ça, au bout d'un moment, vous avez une organisation qui est composée d'incompétents loyaux, ce qui peut être assez étrange, mais ma foi, pour la mafia, ça avait l'air de fonctionner pendant un certain temps, du moins. Mais ça appelle la performance aussi, parce que ça pose la question. Alors là, on peut commencer à ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire se demander si la compétence des managers a un vrai impact sur la performance des entreprises. Et c'est pas toujours aussi clair que ça, malheureusement. J'aurais même d'ailleurs tendance à dire que plus l'organisation
l'organisation est bien faite, mieux elle est pensée, plus on a mis en poste des gens qui savent faire leur métier, et que donc finalement l'impact des managers reste finalement assez limité et pas très grave. C'est plutôt dans les organisations qui fonctionnent pas bien, où les managers sont absolument indispensables, que d'avoir que des compétents posera problème. En revanche, dans une organisation qui est bien structurée, bien équipée, etc., le profil des managers n'est pas forcément déterminant. Il y a une très jolie citation de l'investisseur américain Warren Buffett qui disait « Lorsqu'un dirigeant avec une réputation d'excellence rencontre une industrie avec une réputation de difficulté, c'est généralement l'industrie qui conserve sa réputation. » Mais alors justement, ce phénomène, est-ce qu'on l'observe dans les entreprises, c'est-à-dire ce conflit de la recherche entre la compétence et la loyauté ? Ça me paraît incroyable de vouloir privilégier la loyauté à la compétence. Alors, ça paraît incroyable vu de l'extérieur. Maintenant, quand vous êtes à l'intérieur, ça peut être important pour certaines équipes de direction, certains dirigeants, certains actionnaires, de mettre en avant absolument la loyauté. Et d'être sûr que les gens qu'on nomme, ils seront loyaux et ils ne nous trahiront pas. Au détriment de la compétence. S'il y a un curseur à mettre, il ne sera pas forcément du côté de la compétence, pas toujours en tout cas. Et la loyauté prendra un rôle et un poids qui peut être assez considérable. C'est pas général, c'est dans certains types de structures, c'est dans certains types de contextes. Mais quel type de structure, quel type de contexte ? Disons des organisations qui n'aiment pas la remise en cause, des organisations qui n'aiment pas les gens avec des idées un petit peu étranges, des organisations qui n'aiment pas l'impertinence, des organisations qui aiment que tout soit bien aligné, que les ordres soient suivis, etc. Et dans ce cas-là, la loyauté, c'est fondamental. Le premier critère qu'on prendra pour sélectionner quelqu'un, ce sera est-ce qu'il nous obéira et qu'il ne causera pas de problème. À la limite, s'il est un petit peu moins bon que quelqu'un d'autre cette personne serait nettement plus compétente, mais n'écouterait pas toujours ce qu'on lui dit et ferait un petit peu à sa tête, ça c'est risqué quand même. Oui, parce que justement, ça ne risque pas d'avoir un impact sur le long terme, sur la réussite de l'entreprise. Bien sûr. Sur le long terme, oui. Maintenant, vous avez des organisations qui se maintiennent sur des durées extrêmement longues, avec des compétences extrêmement médiocres et des résultats assez mauvais. Tout dépend comment elles sont financées et tout dépend à quoi ressemble leur environnement concurrentiel. Bon, c'est pas du tout une publicité pour le mérite, en fait. Ça dépend. Voilà, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Une nouvelle fois, dans certaines industries, c'est absolument indispensable. Dans d'autres formes d'organisation, dans d'autres formes de contexte, c'est pas rigoureusement essentiel d'avoir des gens qui soient les meilleurs à la tête. Alors, Frédéric Fréry, comment mettre fin à cette conjuration des imbéciles, comme on l'appelle ? Alors, il y a des méthodes pratiques toutes bêtes, ou intelligentes d'ailleurs. Il y en a une qui est utilisée chez Amazon, que je trouve tout à fait intéressante. C'est ce qu'on appelle le bar raiser, le remonteur de niveau. Ce qu'ils disent chez Amazon, c'est que lorsqu'ils recrutent quelqu'un, déjà, c'est pas ses collègues qui doivent le recruter. Parce que si c'est ses collègues qui le recrutent, on retombe sur le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, de Dunning-Kruger, effet de halo, enfin tout ce qu'on a décrit. Ni son supérieur direct. Ni son supérieur direct pour la même raison, parce qu'être entouré de nains pour avoir l'air de géant. Et ça marcherait pas non plus avec le N+2, parce que ça ne fait qu'un effet de boule de neige, ou de cascade en tout cas. Et lui-même est peut-être aussi incompétent. C'est tout à fait possible, et il ne le sait pas, voilà. Ou il le sait, mais il s'arrangera pour. Ça ne se voit pas, ou du moins il en est moins l'air. Non, la solution qu'ils ont trouvée chez Amazon, c'est de faire venir quelqu'un d'un autre service, qui ne travaillera pas avec cette personne. Donc, dans tous les comités de recrutement, il y a quelqu'un qui vient d'un autre service qui ne travaillera pas avec la personne candidate. Et le travail du bar raiser, du remonteur de niveau, donc, c'est de s'assurer que la compétence de cette personne qu'on recrute est au moins supérieure à la moitié des personnes de l'équipe déjà en place. C'est compliqué, ça. Ouais. C'est-à-dire que vous prenez l'équipe déjà en place et vous essayez de faire une petite moyenne de comment ils sont. Et il faut que la nouvelle personne, elle soit meilleure que la moitié. Que la moyenne, en fait. D'accord. Voilà. Il faut être au-dessus de la moyenne. Chaque nouveau qui rentre dans l'organisation doit être au-dessus de la moyenne de l'équipe qui le rejoint. Donc ça fait monter de fait progressivement en performance la moyenne de l'équipe. Absolument. Il y a un test d'ailleurs que vous pouvez vous amuser à suivre dès demain. Demandez-vous si vous pourriez de nouveau être recruté dans l'organisation qui vous a accepté il y a quelque temps. Si vous pouvez de nouveau être recruté, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la moyenne n'a pas monté. Tandis que si vous vous dites « Ah, ce serait plus difficile pour moi d'avoir le poste que j'ai aujourd'hui », ça veut peut-être dire que la moyenne a remonté. Cela dit, c'est peut-être grâce à vous qu'elle a remonté, donc tout va bien. Mais c'est une question intéressante à se poser. Très bien, merci beaucoup Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!